Canon R6 Mark III, le nouveau boîtier phare de chez Canon. Le R6 II s'est honnêtement vendu par palette et on l'avait testé sur la chaîne et d'ailleurs j'avais adoré ce boîtier là. Là ils reviennent avec la suite qui est je trouve plus performante notamment en vidéo, avec des codecs que même des boîtiers cinéma de chez Canon n'ont pas. Dans cette vidéo on va le tester en long et en large, je vous partagerai aussi des petits plus sympas que j'ai vus et des points un peu frustrants. Le but étant qu'à la fin de la vidéo vous sachiez si ce produit est fait pour vous ou pas. Alors pour info, Canon m'a prêté ce R6 Mark III quelques jours justement pour le tester, ils ont évidemment pas vu la vidéo avant qu'elle sorte et c'est un boîtier de pré-production donc même s'il était globalement fini, je préfère le préciser. Alors maintenant, avant d'entrer dans les détails de ce boîtier là, c'est important de comprendre pour qui il est fait, où est-ce qu'il se positionne, parce que là il est vraiment dans le cœur du marché de la photo et de la vidéo. C'est ce qu'on appelle on va dire les hybrides un peu plus moyen de gamme et c'est une part qui est hyper importante du gâteau et c'est personnellement en tout cas les boîtiers que je vends le plus sur IPLN. En face du R6 III ou même du R6 II qu'on avait avant, on avait le Sony A7 IV. Évidemment on attend le 5 pour voir ce que ça va donner, mais on a aussi le Lumix S5 II, voire même le S1 II. Et côté Nikon, en face, on a quand même le Z6 III. En fait, c'est des boîtiers qui sont à la fois bons en photo et en vidéo. Mais voilà, gardez toujours en tête qu'un boîtier qui est bon dans ces deux choses-là n'est finalement excellent de nulle part. Et ça, c'est le cas pour n'importe quelle marque. Il faut savoir faire des choix entre ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent pas forcément faire de choix et faire de la photo et de la vidéo, je trouve que ce R6 III, c'est quasiment celui qui remplit le plus de cases, en particulier en photo et en vidéo. Donc, on va parler un peu plus des specs dans ce boîtier-là, parce que pas mal de choses ont bougé depuis le R6 II. Alors déjà, c'est un capteur qui est plein format et qui est stabilisé. En termes de définition, on est sur du 32,5 mégapixels, donc évidemment une meilleure définition que ce qu'on pouvait avoir le R6 II qui lui en avait que 24. Et je trouve personnellement que ce 32,5 c'est un peu le bon compromis, à la fois en termes de qualité d'image, mais aussi en termes de gestion de montée en ISO, de gestion du bruit, et vous allez voir qu'il le gère plutôt très bien. En fait, c'est exactement le même capteur que nous avait proposé justement la C50, donc plutôt la gamme cinéma de chez Canon qu'on a d'ailleurs testé sur la chaîne. C'est un boîtier que j'avais adoré justement utiliser, à la différence que le capteur de la C50 est lui pas stabilisé. Alors que là, on est sur une stabilisation, ils annoncent 8,5 stop. Donc en soi, c'est légèrement plus que ce qu'on avait avec le R6 II. Bon, c'est simplement des histoires de normes qui ont légèrement évolué, mais c'est globalement la même stabilisation qu'on avait avec le R6 II. Donc en réalité, ce capteur stabilisé, il est quand même très pratique, en particulier quand on filme à main levée, quand on a des longues focales, quand on veut aussi, pourquoi pas, faire la photo en pose longue. Donc la stabilisation de ce boîtier-là, je la trouve plutôt très bonne. Elle est quand même un poil en dessous de ce que peut proposer Lumix, qui est très réputé pour ça, mais elle fait quand même très bien le travail. Mais si on revient un petit peu sur le capteur, alors il faut savoir que c'est un capteur qui n'est ni empilé ni semi-empilé, comme par exemple le Z6 III. Donc ça veut quand même dire que on aura un peu plus de rolling shutter. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines lignes justement qui vont se courber quand on a un sujet qui passe assez rapidement. C'est un problème qui est récurrent et classique à tous les boîtiers qui justement ont des capteurs qui sont pas empilés. Mais étonnamment, ce capteur-là, je l'avais testé avec la C50 et il le suit plutôt bien quand même pour la définition. Certes, on a des lignes quand même qui se courbent, mais c'est pas catastrophique comparé à un Sony A7 IV où là ça se voit vraiment beaucoup plus. Et là par rapport à tous les capteurs qui sont pas empilés, en tout cas dans sa définition, c'est pour moi celui qui se débrouille le mieux. Ok, d'un point de vue spec pur maintenant, je vais commencer d'abord par la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et la photo a progressé mais un peu moins. Alors en vidéo, on peut maintenant filmer en RAW, en 7K 25 en interne et aussi en ralenti, en 7K 50. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas filmer en dessous de 7K. Donc si on veut filmer en RAW, c'est obligatoirement du 7K. J'aurais bien aimé pouvoir filmer en 4K, mais c'est pas possible. Et en vrai, le RAW Canon, c'est quelque chose. On en reparlera un petit peu dans la partie qualité d'image, mais shooter en RAW, ça donne quand même pas mal d'avantages et le RAW Canon est très intéressant à utiliser. À part le RAW, qui est quand même un peu plus spécifique et qui prend aussi pas mal de place sur les cartes SD, on peut évidemment shooter en H265 classique et on peut filmer en 4K 25, en 4K 50, donc au ralenti sans crop. Le R6 II le faisait déjà, mais pas les concurrents. Et grande nouveauté maintenant, c'est qu'on peut filmer en 4K 120. Et la 4K 120, elle aussi, elle a zéro crop. Dans tous les cas, il faut se dire que peu importe la résolution ou la cadence d'image, il n'y a pas de crop sur ce boîtier-là. Et en vrai, c'est quand même très bien d'avoir la possibilité de monter en 4K 120 avec de l'audio. La C50, on n'a pas l'audio en 4K 120, là on l'a dans ce boîtier-là. Et dans cette gamme de prix, d'avoir la flexibilité de choisir cette cadence-là, c'est quand même un peu un kiff qui, je pense, va devenir la norme évidemment avec les prochains boîtiers. À savoir aussi important, mais la 4K 25 et la 4K 50, c'est du suréchantillonnage. Donc ça veut dire qu'en gros, on prend de la 7K pour la mettre dans de la 4K. Donc voilà, forcément, la qualité d'image est bien meilleure, en tout cas dans ces codecs-là. Donc pour moi, c'est un des gros avantages en fait de ce R6 III, c'est que peu importe la cadence d'image, surtout en 4K, on aura toujours une très bonne qualité d'image. C'est là où je trouve qu'il y a une petite différence avec certains boîtiers de la gamme cinéma en vidéo de chez Canon, notamment avec la C50. Voilà, il est capable de faire des choses que la C50 est un peu plus limitée. Évidemment, les codecs dont on parle en H265 classique, c'est du K22 10 bits. Voilà, ça laisse un peu plus
plus de place, on va dire, à la post-production et c'est un peu plus large, on va dire, pour retoucher. Et c'est pas fini. En vidéo, on peut maintenant filmer aussi en open gate. Donc pour rappel, l'open gate, ça va vous permettre d'utiliser tout le capteur en entier pour ensuite au montage, bah voilà, retoucher une vidéo à l'horizontale et à la verticale. C'est un peu en train de devenir une norme dans la vidéo et en vrai, c'est hyper pratique quand tu veux faire une vidéo sur YouTube et par exemple publier un Reels. En fait, il y a de plus en plus de clients maintenant qui demandent ce genre de prestations. Bon, après, il faut savoir que la limitation de ce mode-là, c'est que c'est uniquement de la 6K 25. On n'a pas encore de ralenti en open gate, ce qui est un peu dommage, mais bon, pour un boîtier de ce type-là, c'est déjà bien. Pour l'audio aussi, donc c'est de l'enregistrement en 24 bits en interne et pas 32 bits, là où pas mal de boîtiers commencent à le proposer, donc faut aussi le savoir. En photo maintenant, parce que oui, hein, c'est un boîtier vraiment hybride et il est aussi bon en vidéo qu'en photo. Il a même d'ailleurs été pensé de base pour la photo. D'ailleurs, pour l'aparté, hein, le switch photo-vidéo est hyper rapide et ça c'est pratique. Tu peux vraiment passer d'un mode à l'autre, faire des vidéos, boum, d'un coup tu fais ta photo, ça c'est un petit bonheur. Et en photo, bah il était déjà honnêtement très bon avec le R6 II et bah les specs et même l'autofocus sont pas spécialement changés. On peut toujours faire des photos en RAW, en JPEG, on a évidemment plusieurs codecs et surtout plusieurs tailles différentes de fichiers. Il a une rafale mécanique de 12 images par seconde et une rafale électronique à 40. Donc ça c'est vraiment bien pour être sûr d'avoir le bon moment quand tu shootes justement une action en particulier. On a un buffer qui est plutôt bon, on est sur du 150 images en RAW, donc soit un peu moins de 4 secondes et on en a évidemment un peu plus en JPEG. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des fonctionnalités de pré-déclenchement en photo mais aussi en vidéo pour être sûr justement de pas louper un moment. Et c'est d'ailleurs une fonction qu'on peut affecter à un bouton, ce qu'on pouvait pas faire avant, donc ça permet de gagner du temps et éviter de drainer un peu trop la batterie. Donc voilà, côté photo, on va pas se le mentir, on a moins d'évolution, mais il était déjà très bon là-dedans. C'est pour moi surtout en vidéo où il a pris un nouveau step. Ok, parlons de la qualité d'image maintenant, parce que qui dit capteur avec une meilleure définition, bah dit normalement une meilleure qualité d'image, et c'est le cas. Alors après, évidemment, tout dépend de l'optique que vous allez mettre devant, mais on a, je trouve, ce bon compromis pour justement pouvoir recadrer sans perte de qualité. Et donc que ça soit le piqué et surtout aussi les couleurs que je trouve assez riches et même naturelles. Ça, en toute honnêteté, c'est subjectif à voir en fonction de ce que voilà vous aimez, de ce que j'aime, etc. Moi, j'ai toujours préféré la science des couleurs de chez Canon, voire même aussi de chez Lumix, que j'aime beaucoup, sur les teintes de peau, les carnations. C'est un peu plus le genre de problème que je peux avoir, en tout cas, voilà, dans mes goûts que j'aime un peu moins chez Sony. Même si tout se rattrape hein, en post-production, évidemment, voilà, j'ai une petite préférence pour ce que propose Canon et Lumix là-dessus. En termes de plage dynamique, c'est aussi bon, c'est annoncé à 15 stops. Voilà, on sait qu'en réel, c'est toujours un peu moins. Mais l'avantage, c'est que maintenant, ce R6 III propose le C-Log 2, qui est un profil d'image qui va quand même un peu plus garder d'informations par rapport au C-Log 3, qu'on peut d'ailleurs toujours utiliser. Mais voilà, une fois que tu découvres le C-Log 2, tout dépend encore une fois des gens, mais moi, c'est le profil du coup chez Canon que j'utilise quasiment tout le temps. Donc très content de l'avoir sur un boîtier comme ça, qui est un peu plus hybride photo-vidéo. Donc je pense que vous commencez à comprendre que pour moi, ce boîtier-là, que ça soit d'un point de vue qualité d'image, en fait, il est aussi bon en photo qu'en vidéo. Et d'ailleurs, en particulier aussi sur la montée en ISO. En photo, il faut savoir qu'on baisse quand même un ISO maximum, on passe de 102 000 à 64 000, mais finalement, ça tient plutôt bien la route. On peut monter sans trop perdre de qualité. Bon, voilà, on va pas se cacher que maintenant, en photo, tout se rattrape hein, à la retouche quasiment, mais là, même en vidéo, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon. Ce capteur-là, je l'avais comparé à la FX3, et malgré une définition qui est 3 fois plus grande, qui est censée laisser apparaître un peu plus de bruit, et là, même à 12 800 ISO, ça tient la route, quoi. On a évidemment de la réduction de bruit hein, qui est appliquée, mais voilà, ça n'empêche que notre qualité d'image finale en basse lumière, elle est plutôt très bonne. Parce que oui, on a sur le papier un double ISO natif, le premier à 800, le deuxième à 6004, même si ça change automatiquement, donc voilà, la différence entre les deux se voit pas tant que ça, mais clairement, dès qu'on monte dans les ISO, on voit que le signal est bien meilleur. Donc rien à dire là-dessus, hein, que ça soit des photos ou des vidéos, voilà, la gestion de la basse lumière, c'est plutôt acquis avec ce boîtier-là. Ok, parlons d'autofocus maintenant, qui est, à mon avis, la plus grande force de chez Canon. Et en toute honnêteté, après avoir testé les meilleurs boîtiers de chaque marque, en particulier en photo, pour moi, Canon est devant, d'un point de vue autofocus pur. Même si voilà, ça se joue, on va dire, avec Sony, en photo, voilà, je trouve qu'ils sont un poil au-dessus, et ça se confirme avec ce boîtier-là. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a la technologie Dual Pixel, AF2, hein, qu'on avait déjà sur le R6 II. C'était une techno qui était déjà très bonne, mais voilà, avec le R5, on a une nouvelle technologie qui est apparue, j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, c'est pas le cas, mais ça fait déjà très bien le travail. On a plusieurs détections possibles, classiques, hein, les personnes, les animaux, les véhicules, donc ça soit les voitures, les motos, les trains, les avions. Et voilà, rien à dire, ça marche très bien, il lâche pas son sujet, il pompe pas, c'est honnêtement un bonheur à utiliser. Je trouve quand même que l'autofocus en photo est légèrement meilleur qu'en vidéo, mais voilà, rien à dire, que ça soit pour l'animalier ou même sur de l'humain ou quoi que ce soit, il est excellent. On a d'ailleurs une nouveauté qu'on avait déjà en photo mais qu'on n'avait pas en vidéo, que je trouve trop bien, c'est la possibilité d'enregistrer un visage et lui dire que justement ce visage-là, c'est la priorité absolue. Ça veut dire que ça, imaginons pour du mariage ou même du corpo, c'est trop bien parce que tu peux lui dire d'enregistrer le visage par exemple de la mariée et peu importe les personnes qui vont passer devant, lui va toujours faire le focus sur cette personne-là. Et ça, c'est un truc qu'on avait déjà en photo mais on l'avait pas en vidéo. Et le fait de l'avoir dans ce boîtier-là en vidéo, je trouve
trouve ça magnifique. Et ça, c'est une techno qu'on n'a pas sur la C50. On l'a en photo, mais on l'a pas en vidéo. C'est pour ça que c'est assez fou, c'est que sur un boîtier comme ça, qui est plus de base orienté photo, bah, il a des possibilités que même la gamme cinéma n'a pas. C'est fou. Enfin, du coup, tant mieux pour nous, quoi. Côté gabarit du boîtier, connectique, etc., il n'a pas changé tant que ça. J'aimerais commencer par parler de la prise en main de chez Canon, qui est toujours un plaisir. C'est assez étonnant, mais moi qui teste beaucoup de boîtiers de marques différentes, pour moi, Canon a une des meilleures prises en main. Parce qu'ils ont des bords, justement, très arrondis, c'est rond, en fait, donc c'est agréable à la tenir, en fait, à la main. La poignée est assez profonde pour bien fixer les mains, et je sais pas si c'est ma main en particulier, mais je trouve que la forme, justement, du boîtier fait que ça épouse bien, justement, ma main, et voilà, c'est agréable à tenir. Donc on l'a vu, le boîtier en lui-même, physiquement, il a pas à bouger tant que ça. On a toujours les roues classiques d'ouverture, d'obturateur, d'ISO aussi. On a la molette classique avec plusieurs modes, notamment le C1, C2, C3 que moi j'utilise énormément pour paramétrer justement mes réglages et aller plus vite, de passer rapidement de la 4K50, 4K120, etc. On a un bouton on-off qui est à droite, ça aussi je trouve ça plus pratique. Évidemment le bouton shutter et le bouton aussi du coup vidéo. De l'autre côté, on a le switch photo-vidéo qui est assez rapide et aussi une nouveauté, ils ont mis une lampe tally juste au-dessus. Ça va mettre un petit indicateur rouge comme quoi vous êtes bien en train de filmer, ça peut être pratique aussi. Devant le boîtier, bah, ça n'a pas trop bougé. On a le même viseur, le même écran, les mêmes boutons de personnalisation. On a toujours le joystick et évidemment bah, tous les boutons sont personnalisables. La seule différence c'est de l'autre côté. On a un nouveau bouton avec une mention color qui a apparu. Mais globalement quand on clique dessus, ça nous permet de choisir un peu des styles d'image un peu différents. C'est un peu à l'image que ce que propose soit du Fuji ou même du Lumix, un peu pour donner un style rapide à nos images. En toute honnêteté, je trouve que c'est pas hyper bien développé. C'est vraiment un peu basique. Et quand tu vois que typiquement Lumix a une application pour choisir ses luttes, les intégrer, même en créer une toi-même, la retoucher, tout ça. Voilà, je vois l'idée, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu les débuts de Canon là-dessus, mais ça serait bien d'avoir un peu plus de personnalisation. On passe de l'autre côté justement enregistrement, parce que là, on a une belle nouveauté, c'est l'apparition du port CF Express type B. Évidemment, pour shooter en RAW ou même dans des grosses cadences d'image, c'est quand même plus pratique que de la carte SD. Donc on a le port CF Express et le port classique UHS-2 de l'autre côté. À savoir qu'on peut faire de l'enregistrement en simultané, donc sur les deux cartes. Imaginons vous êtes en mariage, vous voulez être sûr au cas où si une carte crame, voilà, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. C'est une fonctionnalité que beaucoup de vidéastes ou même photographes utilisent. Donc à savoir qu'on peut le faire là-dessus, c'est juste qu'on peut pas du coup faire du double enregistrement en RAW, évidemment vu que c'est que sur la carte SD. Donc voilà, côté vidéo, ça va se limiter uniquement à de la 4K, 4K50, 120, etc. Et par contre en photo, vous n'avez pas de limitation. En dessous, la batterie, bon c'est la classique, LP-E6P, et en dessous, on a une prise du coup grip pour venir la fixer dessus. Et quand on va de l'autre côté, on a les classiques. On a le micro, on a le port casque, on a en dessous la prise de contrôle à distance, et de l'autre côté, on a l'USB-C classique. Mais surtout, cette fois-ci, on a bien un HDMI pleine taille, donc HDMI type A, sachant qu'on avait un mini HDMI sur le R6 II, content qu'ils aient mis celui-là qui est beaucoup plus solide, en particulier, tu l'utilises avec la vidéo. Bon, le petit défaut que je peux trouver, c'est que ça pend un petit peu. Je trouve que justement, les compartiments sont pas très bien faits. J'aurais bien aimé avoir une espèce de clapet qui s'ouvre. Là, ça a tendance un peu à se balader partout, donc je suis un peu moins fan. Maintenant, j'ai pu aussi pas mal tester le boîtier côté surchauffe, et voilà, on n'a pas de ventilateur à l'intérieur, mais globalement, ça tient quand même très bien. Avec les résultats que j'ai eu, c'est largement utilisable. Évidemment, plus tu pousses le boîtier, à un moment donné, il va surchauffer, surtout quand il n'y a pas de ventilateur. Mais on va dire dans les codecs classiques, pour de l'interview, pour du fast cam, vous n'aurez aucun souci. Ok, alors quand je teste des boîtiers, en général, j'aime bien relever les plus et les moins que j'ai trouvés. Et on commence justement avec les plus de ce boîtier-là. Alors, on a le pré-enregistrement en photo, donc ça, on va dire qu'on était habitué, mais on l'a aussi en vidéo. Donc, par exemple, imagine tu filmes un oiseau et au moment où il s'envole, t'appuies sur REC et tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 5 secondes avant que tu appuies justement sur le bouton. Et ça te permet justement de récupérer le moment qui te plaît le plus sans avoir besoin de filmer, on va dire, tout le temps, quoi. Alors, évidemment, attention parce que cette fonctionnalité-là pompe un petit peu de batterie, donc faut pas l'utiliser tout le temps, mais c'est quand même très pratique. On a aussi une option de recadrer justement un plan, donc ça peut être pratique pour justement avoir un plan qui est en entier et aussi un autre plan sur l'autre carte SD avec le sujet en plein milieu, donc ça peut être pratique pour gagner du temps justement en montage. Un autre point que j'ai trouvé plutôt bien avec ce boîtier-là, c'est les outils, notamment en vidéo. Alors on a la panoplie de tout ce qu'on a besoin, mais c'est surtout que maintenant ils ont rajouté les waveforms, qui est un outil quand même bien plus pratique justement pour bien exposer son plan. Et avant avec le R6 II, on était seulement on va dire à l'histogramme, donc là voilà, c'est une belle amélioration. Alors les moins maintenant de ce boîtier-là, j'en ai noté aussi quelques-uns. On a vu qu'on avait déjà pas mal d'outils justement en vidéo. Le truc qui manque pour moi, c'est l'obturateur en angle. On est bloqué on va dire en vitesse, et ce qui veut dire que quand on passe de 4K50 à 4K120, il faudra bien penser à changer son obturateur. Là où maintenant ça commence à devenir la norme justement d'avoir un obturateur en vitesse, en particulier en vidéo. Alors là aussi on a un problème, mais c'est pas la première fois que j'ai ça avec Canon. Je sais pas si c'est un réglage que j'ai pas trouvé ou quoi, mais à chaque fois que j'appuie sur REC, ma règle des tiers, mon quadrillage disparaît. Et la règle des tiers, c'est quand même un indicateur assez important pour la composition, et même quand je filme, j'aime bien l'avoir. J'aimerais bien qu'on puisse
le laisser afficher. On en a parlé aussi un peu tout à l'heure, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire du RAW en 4K et pas être limité à 7K. J'ai pas besoin sur tous mes projets justement clients de filmer en 7K, donc ça aurait été bien d'avoir cette flexibilité là. Alors aussi, ça c'est peut-être un des réglages que j'ai pas trouvé, mais que ça soit en photo ou en vidéo, quand je passe à la verticale, le menu ne suit pas. Et moi j'aimerais bien visuellement, vu que je fais souvent des photos à la verticale, avoir la possibilité justement de voir mes réglages et de pas avoir à tourner la tête, ça aussi ça peut être pratique. Et pour finir, et peut-être pas des moindres aussi, mais les menus Canon sont honnêtement pas mal, en particulier pour la photo, mais en vidéo sur ce modèle là, c'est un peu moins le cas. En fait, quand tu as goûté au menu vidéo qu'a justement la gamme cinéma, donc la C50, C80, etc., ça fait un peu bizarre de revenir sur ce menu là qui est clairement un menu plutôt orienté photo, alors que le menu vidéo est plutôt très bien pensé, donc ça aurait été cool d'avoir, on va dire, 2 menus séparés. Ok, alors parlons du prix maintenant, parce que aussi c'est intéressant. 2899 €, c'est le même prix qu'au lancement du R6 II, ce qui est quand même assez important à notifier, parce que la plupart des concurrents comme Nikon ou comme Sony, eux ont augmenté leur prix d'une génération à une autre, là où Canon ne le fait pas. Alors d'ailleurs, petit aparté, mais ce R6 III, il est évidemment dispo chez IPLN avec le code Maxime pour ceux qui veulent soutenir mon travail. Et aussi important, c'est que Damien Bernal a fait une masterclass justement sur ce produit-là, et elle est offerte pendant un certain temps justement pour le lancement de ce boîtier. Si vous voulez maîtriser à 100% votre boîtier, ça peut être très intéressant. Donc maintenant, ce R6 III, qu'est-ce que j'en pense? C'est pour moi un très bon boîtier à la fois en photo et en vidéo. On est vraiment sur le compromis parfait du boîtier qui est un peu capable de tout faire. En vidéo, c'est pour moi sa plus grosse évolution parce qu'on a des codecs que même des caméras ciné n'ont pas forcément, ou du moins sont un peu plus limités. En photo, il reste toujours excellent, c'est juste que là, on a une définition qui est bien meilleure, donc on a, je trouve, une qualité d'image qui est au-dessus. On a quand même une très bonne montée en ISO malgré justement cette montée en définition. Et c'est surtout qu'on sent qu'il a été pensé pour l'utiliser dans plein de situations différentes. En fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça soit pour les amateurs, les pros, les gens qui sont exigeants ou ceux qui veulent que ça soit le plus simple possible, il convient à tout le monde quand même ce boîtier-là. C'est souvent pour ça d'ailleurs ce type de boîtier cartonne autant, c'est parce que justement il touche énormément de gens. Et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas grand monde en face. En tout cas, pas qui coche autant de cases que lui. On a le Sony A7 IV qui commence à se faire vieux, bien évidemment, on attend tous le 5 pour voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, évidemment que le R6 III il est meilleur que l'A7 IV. Chez Nikon, on a quand même le Z6 III qui lui pour le coup est un candidat sérieux, c'est un capteur qui est semi-empilé, mais bon, je le trouve un poil moins bon, forcément en autofocus et aussi un petit peu dans les capacités, notamment en photo. En vidéo, il est excellent, mais en photo un peu moins. Et du côté de Panasonic, on a quand même le S5 II qui défie toute concurrence dans les prix clairement, voire même maintenant le S1 II qui est un poil plus cher, mais qui est une belle option, avec un autofocus qui reste quand même un peu en dessous. Donc en fait, dans ces gammes de prix un peu de boîtier en dessous des 3000 €, le R6 III est probablement, en tout cas pour moi, l'une des meilleures options. C'est le boîtier qui est le plus complet, c'est pas celui qui va le plus révolutionner, mais c'est celui qui fait le moins de compromis. Et c'est pour moi souvent ce qui fait la différence en fait dans ce type de boîtier là, dans cette gamme là, c'est avoir un boîtier qui est fiable, qui est polyvalent photo, vidéo et qui est surtout hyper agréable à utiliser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez au code Maxime chez IPLN si jamais vous voulez l'acheter, et nous on se dit à la semaine prochaine. La bise.